Cette Mercedes derrière moi est-elle l'un des potentiels héros de l'industrie automobile allemande? Aujourd'hui, nous testons la nouvelle Mercedes CLA, l'un des véhicules électriques les plus recherchés, et puisque celle-ci sera également disponible en version full électrique, quel est le potentiel de la version à moteur à combustion interne? Réponse avec Thomas sur AutoGFuel en 4K, plein écran et en intégralité. Allons-y avec la toute nouvelle génération de la CLA, la voiture sur laquelle l'industrie automobile allemande mise énormément aux côtés du BMW iX3. Mercedes et BMW présentent une toute nouvelle plateforme électrique spécialement conçue pour intégrer également le moteur à combustion interne. Il est donc vraiment très important que ce véhicule réussisse. Et jusqu'à présent, Mercedes affirme être très satisfait des précommandes. Voyons comment cela continue. À l'avant, on peut voir cette calandre avec les étoiles lumineuses. Disponible pour le modèle électrique. La version thermique aurait une calandre plus ouverte mais avec le même motif des étoiles. Cette couleur ici, un véritable bleu Thomas pour aujourd'hui, s'appelle Klarblau en Allemagne. Elle est nommée Sheer Blue dans certains autres pays et elle est connue sous le nom de Sapphire Blue au Royaume-Uni. Je ne suis pas sûr s'il y a d'autres descriptions pour cela, mais c'est un bleu vif. Ça a l'air vraiment cool. Un élément clé du design, c'est qu'il donne l'impression d'avoir deux visages, la grille ici et cette bande lumineuse qui traverse là-bas. Ce n'est pas mon élément préféré dans ce véhicule, mais jusqu'à présent, les clients ne semblent pas dérangés par ça. Matrix ID est une option. Et ici, les feux de jour sont en quelque sorte en forme d'étoile. Pas étonnant qu'il n'ait pas le droit de le faire comme un véritable logo Mercedes, car le régulateur a dit qu'il est interdit d'avoir les feux de jour exactement comme l'identité corporative de la marque. Réglementation absurde? Ouais, mais c'est comme ça. La longueur ici est de 4,62 ou 186 pouces. Il est disponible ici en version berline et comme vous l'avez vu récemment sur notre chaîne, il est peut-être aussi proposé en shooting brake, une version brake qui a un style vraiment très cool. Ensuite ici, des jantes allant de 17 à 19 pouces. Celles-ci sont au milieu, 18 pouces, peut-être un bon compromis entre l'esthétique et le confort de conduite. Elle est équipée d'une suspension en acier standard, sans option de suspension adaptative disponible ici. Vous avez le choix entre des cadres chromés ou des cadres noirs. Ce modèle est déjà en version AMG Line et vous pouvez ajouter un pack sombre ou un pack nuit pour des accents noirs sur tout le véhicule. L'AMG Line Plus propose également un petit spoiler noir à l'arrière, bien que cela ne soit pas forcément indispensable, mais il est bien visible sur la partie haute du coffre. 2,1 dans la configuration idéale avec des roues de 17 pouces, ce qui est excellent pour l'efficacité aérodynamique. Cependant, l'AMG Line Plus, avec des roues plus grandes, un spoiler et ainsi de suite, la rend vraiment moins efficace. Donc, si vous voulez la meilleure autonomie, ne choisissez pas l'AMG Line Plus. Il est aussi intéressant de noter que c'est ici la CLA 250 Plus en version électrique, la plus efficace que nous allons conduire, qui est à 6,7 secondes pour l'accélération. Ensuite, il y a le 350 qui atteint 4,9 secondes. Celui-ci est donc la version à traction intégrale. Et côté moteur à combustion, vous aurez un moteur 4 cylindres de 1,5 litres. J'aurais préféré 2 litres de cylindrée, honnêtement. Des puissances variées et traction intégrale ou avant. Donc la version à moteur thermique sera à traction avant. C'est aussi un point important. Différence très intéressante, on vous tiendra au courant. On a une architecture batterie de 48 volts avec des moments électriques. En marche arrière, par exemple, il roulera souvent en tout électrique, même avec le mild hybride essence. La ligne lumineuse traverse le design comme une goutte d'eau fluide, d'où son côté aérodynamique. La ligne AMG ajoute un contraste noir en bas pour une allure sportive et dynamique. Jetons un coup d'œil à l'avant, car nous avons encore le coffre avant à aborder, du moins dans la version électrique. Déverrouillage à 2 tirs de l'intérieur et vous pourrez l'ouvrir directement sans étape supplémentaire, comme sur les BMW. Un énorme coffre avant, vraiment avec ses 100 litres de capacité. C'est simplement une housse qu'on laisse dedans, câble de recharge ou même de la place pour des bagages à l'avant. Pas de revêtement ici à l'intérieur. Je pense que la version avec moteur à combustion aura une isolation sonore installée là-dedans. Mais bien sûr, nous vous tiendrons au courant.
Une différence intérieure particulièrement intéressante entre la version électrique et le moteur thermique sera dévoilée plus tard. Pour la version électrique, vous avez deux options de batterie, 58 kWh ou 85 kWh. La plus petite utilise la technologie LFP, tandis que la plus grande est en NMC. Elle charge vite, 10 à 80% en 22 minutes avec 350 kW d'essai. Et son architecture 800 volts est géniale. La charge en courant alternatif est de 11 kW ou en option 22 kW à un stade ultérieur, pas dès le début des commandes, mais un peu plus tard, lorsque le shooting brake sera également disponible à l'achat. Également intéressant, la charge en 400 volts qui sera pertinente lorsque vous chargez à une station de 50 ou 100 kW qui n'est pas encore en 800 volts pour le moment. Au début, ce n'est pas possible, mais plus tard, fin 2025 ou peut-être début 2026, il prévoit de rendre cette option disponible. Il faudra voir quand ils seront prêts. Ce sera également une option dans le configurateur pour permettre de charger aux stations en 400 volts selon si vous en avez besoin. En France, il y a des cas où cela pourrait être utile, par exemple devant les supermarchés et autres endroits où ils n'ont pas les grandes stations de recharge rapides, mais déjà des stations de recharge en courant continu qui ne sont pas aussi rapides. Ouais, voilà. Jusqu'à présent, aucun véhicule en 800 volts ne pouvait réaliser cela. Et Mercedes explique que leurs clients rechargeront soit très rapidement, soit directement à la maison sur une wallbox. Ils prévoient de proposer cette option prochainement, donc si cela vous semble pertinent, il serait judicieux d'attendre. Voici la clé et les poignées qui se déploient de cette manière, et le son de fermeture est remarquablement solide, surtout pour des portes sans cadre. C'est un détail très intéressant, typique des coupés, qui ajoute de l'élégance au design. Bonne qualité de construction ici, avec simili-cuir et couture contrastée bien visible. Cette partie blanche est superbe et s'accorde parfaitement avec la voiture bleue. Mais des couleurs plus discrètes sont également disponibles. C'est un bon pas en avant ici. Ces éléments offrent un retour tactile dynamique, c'est mis à jour. Par contre, le bouton de chauffage des sièges a disparu. J'aimais bien cette fonction, c'est sûr. Et toi? Et deux leviers pour les vitres. Ils sont sympas. On dirait une nageoire de baleine ou un truc comme ça. Pour accéder aux vitres arrière, il faut utiliser ce bouton, comme dans les modèles VW ID. Oui, Mercedes évoque une question d'espace. Ils ne voulaient pas allonger cet élément pour garder la poignée ici pour plus de confort une fois assis. C'est leur explication. Un peu de matériau dur ici, mais au moins du caoutchouc ici, comme un étui à lunettes, pour que ça ne se déplace pas trop et reste en place. L'écusson Mercedes est éclairé, surtout la nuit. L'inscription AMG Line se retrouve sur les tapis de sol ainsi que sur le volant, bien sûr. AMG est partout, extérieur et intérieur. La ligne AMG inclut ce volant à deux branches, ici. Sinon, c'est une seule branche. Couture contrastée, pas encore de matériaux sans animaux disponibles. Prévu pour une étape ultérieure, selon eux, les boutons capacitifs insupportables sont visibles sur le volant. Mais comme nous l'avons vu récemment avec le shooting brake, le bouton rotatif revient, un vrai, conçu en métal, détail pour passionnés, et la berline le recevra bientôt aussi. Ici, le siège, c'est un siège sport AMG Line, standard en cuir micro-perforé à l'intérieur et à l'extérieur, il est beau, il est agréable au toucher. Le siège confort de base serait peut-être un peu plus ouvert, ce qui pourrait offrir plus de confort, car quand on s'assoit directement, c'est bien, même pour les adultes de grande taille, mais c'est un peu étroit. Et je dis ça pour les longs trajets, pas idéal pour les personnes de grande taille. Si vous êtes plus petit que moi, ça ne posera probablement aucun problème. Et j'ai hâte de comparer bientôt les tests du siège confort, si celui-ci est vraiment plus confortable. Il est plus stylé, avec aussi le réglage de l'appui-tête. Vous pouvez l'avancer un peu plus, par exemple. Et il est également disponible sans la couleur blanche. Sur le configurateur, j'ai choisi la ligne AMG. J'ai remplacé le blanc par du noir en gardant la microfibre et voilà, c'est l'option la plus discrète. Très intéressant. On verra ce qu'on prendra pour notre véhicule. Pas certain qu'on optera pour la CLA, peut-être un choix totalement différent. Nous vous réservons une surprise concernant le modèle et la couleur des sièges que nous aurons sélectionnés.
Ce sera But très you can intéressant. give a guess now. Vous pouvez déjà faire quelques suppositions sur quel sera notre prochain véhicule privé et aussi sur les couleurs des sièges à l'intérieur. Ce sera très intéressant. Et puis ici aussi les commandes d'ailleurs. Donc voici les contrôles pour les essuie-glaces. C'est vraiment agréable au toucher. Une turbine de ventilation ici, déjà sur le côté gauche. Et sur le côté droit, c'est pour le stationnement, mais aussi un peu comme un bouton de démarrage du véhicule, en quelque sorte. Avant-arrière pour ajuster la récupération, vers le bas pour avancer et vers le haut pour la marche arrière. Et c'est vraiment très intuitif. Et le réglage du volant s'effectue de manière incroyablement fluide et précise. Manuellement, ça me convient très bien. Bienvenue dans le cockpit de la toute nouvelle CLA. Et ici, vous avez un écran de 14 pouces, des instruments de 10 pouces et soit comme ça, avec ce motif en étoile. Je pense que c'est au moins une solution sympa, contrairement au dernier modèle Audi où si tu ne prends pas l'écran passager, tu te retrouves avec juste un panneau noir là. Ici, il l'utilise pour l'éclairage ambiant. En option, un écran passager de 14 pouces, plus courant en Chine qu'en Europe ou aux États-Unis. En Chine, ils vont lancer la berline CLA avec un empattement allongé, donc elle offre encore plus d'espace à l'arrière. Belle intégration également des aérateurs de style turbine. Ils ont aussi un son. De clics sympas et cet éclairage ambiant est intégré partout dans le véhicule. C'est vraiment bien réalisé également. Ici, vous pouvez aussi opter pour différents éléments décoratifs au lieu du noir brillant. Un style papier bois mat, clair et à finition mat sera également proposé en option. Celui-là sera mon préféré. Les trous pour les tasses peuvent être poussés, mais c'est plutôt pour des tasses à café que des bouteilles solides. Là, un tapis de charge inductive. En dessous, on voit cette ventilation. Intéressant que ce soit juste en haut. Ça refroidit vraiment tout le smartphone. Et là, vous avez le bouton Dynamic Select ici, où vous pouvez parcourir les modes de conduite. Voilà. Maintenant, nous pouvons les parcourir sur l'écran. Et en effet, allumer et éteindre l'allumage, c'est ici sur le bouton Parc. Le bouton P est lui-même ici. Un bouton marche-arrêt, on le retrouve ici avec un accès très facile. Vous appuyez ici et ensuite vous pouvez. Oui, allumer ou éteindre la voiture et le bouton Parc en lui-même, ce qui est en fait une idée assez décente et intuitive, pourquoi pas. La nouvelle fonction d'assistant vocal, en passant, est une combinaison de Google Gemini pour la reconnaissance vocale, puis les informations viennent de ChatGPT. Et c'est en fait assez fiable. Hey Mercedes, oui, combien d'habitants compte Copenhague? En 2025, la ville de Copenhague devrait compter approximativement 1 400 740 habitants selon les estimations disponibles. La ville a connu un taux de croissance d'environ 0,69% au cours de la dernière année. Merci. Et Cela va de soi, évidemment. oh, donc Wow. tu peux même interagir avec ça. Au fait, c'est une habitude avec l'IA. Les gens ont souvent tendance à être gentils avec les chatbots et à les remercier pour des choses et ainsi de suite. Et j'ai l'impression que c'est une bonne chose, tu vois, et peut-être qu'ainsi les machines ne se retourneront pas contre nous un jour. Oui, donc mieux vaut être gentil avec les chatbots, une bonne stratégie, clairement. Là, c'est doux pour le coude. Ouvrez pour faire de la place en haut. Glissez ça, vous aurez plus d'espace en dessous. Et globalement, je pense que la qualité de l'habitacle s'est nettement améliorée en comparaison avec la toute première version de la voiture que j'ai pu voir. Tout semble bien. On pourrait dire qu'il y a beaucoup de plastique noir brillant ici. Je pense que le seul inconvénient majeur, c'est que ce n'est pas très spacieux pour les personnes de grande taille. C'est peut-être le principal point de critique pour cette voiture. Mis à part ça, elle est plutôt sympa. Et maintenant, avec le nouveau volant et tout, je suis vraiment content de ça. La boîte à gants s'ouvre facilement, même remplie, point. Elle n'est pas trop imposante, mais je pense que dans l'ensemble, c'est bon. Voilà, et puis les sièges, encore une fois, en termes de matériaux, c'est un bon microfibre. Artico, simili-cuir haut de gamme, complet ou en MBTEX. Sur le marché britannique, cela s'offre en AMG. La plupart renoncent au blanc et choisissent plutôt le simili-cuir noir à l'extérieur. Le siège confort est en version complète. Le marché allemand propose plus de choix, etc. Nous verrons pour le marché américain plus tard. Et l'espace tête à l'avant, ma taille est de 189 cm. Oui, pas de problème.
Suffisamment d'espace. Encore une fois, marche arrière, mais avance ou recule pour ajuster la récupération. C'est vraiment intuitif. C'est plutôt cool en fait. C'est bien expliqué en haut ici. Donc ce serait plus ou moins la récupération ici vers la conduite à une pédale du point de vue du conducteur, encore une fois, avec ses boutons capacitifs. Mais ouais, si vous êtes à un stade plus avancé, vous retrouverez l'interrupteur et ici aussi la rotation du bouton à nouveau. Les instruments, vous avez cette vue classique sympa. Et vous avez aussi la vue d'assistance si vous voulez. Pas sûr qui ferait ça. Et certains, ouais, les données techniques sont ensuite ici. Et vous pouvez aussi opter pour une vue carte et vous avez également la vue satellite ici. Cela provient du GPS interne de la voiture et vous obtenez aussi un affichage tête haute, l'unité principale d'infotainment. Voici à quoi ressemble l'intégration de l'Apple CarPlay. Pas vraiment un écran complet, c'est toujours un sujet de discussion avec Apple et ainsi de suite, et pour l'éclairage ambiant qui change est ici. Voilà, et vous voyez qu'il réagit vraiment très rapidement. Le changement de climat est ici, sur la première couche, mais il est très petit, donc vous ne le touchez pas directement dans certaines situations, ce qui peut être pratique. Et pour s'aider, l'assistance vocale qui intervient. Et ici, pour le point. Chauffage du volant et du siège. Le chauffage du siège active automatiquement en même temps celui du volant, sans intervention. Vous pouvez aussi appuyer ici. Non, ça ne fonctionne pas. Donc c'est en quelque sorte le deuxième niveau. Et il n'y a qu'une seule Léa. Pas de deuxième Léa, seulement une seule présente ici. La vue satellite provenant de l'unité principale de l'infodivertissement. Et ici, les commandes du véhicule, entre autres, pour désactiver cet avertissement sonore de vitesse au fait. Peut-être que ça s'affiche en passant la vitesse. Donc je la passe et ça apparaît ici en haut. Et voilà comment vous pouvez désactiver l'avertisseur de vitesse. C'est généralement le travail de l'IA, donc quand je conduis, elle le désactive automatiquement et je ne... Oh, attendez une minute. Cette voiture ne l'a pas. Non, l'IA l'a déjà désactivé pour moi. Sinon, appuyez et maintenez le bouton muet. Cela désactive ou réactive aussi cette alarme de vitesse. Et sous la console centrale, vous pouvez voir deux autres chargeurs USB-C. Vous pourriez même faire passer le câble par en dessous jusqu'en haut ici. Il y a comme un petit trou qui rendrait cela possible. On arrive à un aspect qui n'est peut-être pas idéal pour cette voiture. C'est très bien construit ici, avec un joli revêtement en simili-cuir et des coutures soignées, précises et élégantes. Avec l'intérieur blanc, j'adore, mais le blanc n'est pas obligatoire. Bonne qualité de fabrication, la vitre ne descend pas trop bas par contre, et la porte ne s'ouvre pas non plus très largement pour mettre ou retirer des sièges enfants. Et puis cette attache ici pour l'isofix, il faut faire attention à ne pas mettre le doigt dedans, ça pourrait se coincer. Et en plus, ça ne s'ouvre pas tout seul, il faut le laisser pendre quelque part dans les alentours. Pas idéal, cependant. Les matériaux sont vraiment beaux. J'adore l'intérieur spacieux, honnêtement. Tu n'es pas obligé d'y opter, comme dit. Ici, un peu d'espace à l'intérieur, les majuscules ne s'adaptent pas au smartphone, c'est dommage. Tu peux aussi juste rabattre la trappe. C'est aussi possible. Oui, il faut appuyer fort là. Et puis, dans la partie centrale, deux chargeurs USB-C éclairés, plus une ventilation style turbine assez cool ici pour les bouches d'aération arrière. C'est sympa de les avoir. Ouais. Et puis on en arrive au aspect intéressant de ce véhicule. Je peux m'asseoir ici en tant que grand adulte. C'est très limite, l'espace pour les jambes est vraiment juste suffisant. À peine en termes de hauteur sous plafond, le shooting brake aurait un peu plus de hauteur à l'arrière si cela vous importe, comme le steel brake si vous pouvez l'avoir dans votre pays. Mes genoux sont vraiment très hauts car mes pieds sont surélevés. Cela vient de la construction en sandwich, comme chez Tesla avec ses toits vitrés fixes. Eh bien, vous avez la batterie dans le plancher, puis ça monte haut à l'intérieur, et ensuite vous devez gagner de la hauteur sous plafond, alors vous faites un toit vitré fin pour regagner un peu de hauteur sous plafond. L'inconvénient, c'est que ça devient toujours plus chaud quand il fait vraiment très chaud en été, quoi que vous fassiez. Le modèle standard ne propose pas de toit fixe fermé, il est uniquement équipé d'un toit en verre intégral sans alternative.
Un toit électrochrome en option permet une résistance accrue à la chaleur, surtout lorsqu'il est fermé avec cette ombre numérique intégrée en quelque sorte. Dans le coupé décapotable que nous vous avons présenté, vous retrouvez également ce motif étoilé. Et cela est supposé être exclusif pour le coupé décapotable et ne sera pas disponible sur la berline ici de la CLA, ont-ils dit, du moins pour le moment. Et aussi, chose importante, lorsque vous optez pour la version essence ici, il y aura des pédaliers un peu plus profonds. Du coup, cela positionnera mes genoux un peu plus bas dans la version à moteur thermique, comparé à ici, dans la version tout électrique. Maintenant, jetons un œil au coffre, avec ses 405 litres. Ici, il s'adapte à la hauteur, même verticalement, avec la valise. La largeur fait 1 mètre ou 40 pouces, un peu moins en réalité. La longueur standard, quant à elle, est exactement 1 mètre ou 40 pouces. La hauteur atteint environ 90 pouces, soit 48 cm. Elle offre clairement plus de flexibilité que le Shooting Brake, la version Brake de cette voiture. Et pour le chargement, vous pouvez voir ici, vous pouvez les plier individuellement aussi, mais il faut faire le tour pour ça. Et oui, c'est ici environ 1,80 m ou 71 pouces. Il est temps de commencer à conduire la Mercedes CLA pour la toute première fois. Nous allons vous partager tous les détails essentiels sur la Mercedes CLA, la CLA en général, ainsi que les spécificités de la version électrique, car c'est la toute première fois que nous en avons l'occasion. Ici, on conduit pour vous la version électrique. Plus tard, bien sûr, nous pourrons aussi vous donner un aperçu de la version thermique dès qu'il sera disponible. On commence ici en ville, puis on prendra ensuite rapidement l'autoroute. Ce qui me vient immédiatement à l'esprit, ça roule vraiment très fluide, aussi bien en accélération qu'au freinage. La suspension est, je dirais, un peu orientée sport. On a ici une suspension de base, tout simplement comme celle-ci. Il n'y a qu'une seule suspension de base, et nous avons des roues de 18 pouces montées, et je recommanderais également de ne pas opter pour les roues de 19 pouces, car alors la conduite devient encore plus rigide. Mais que signifie une expérience de conduite fluide, la réactivité de la direction, et comment la puissance est délivrée en effleurant simplement l'accélérateur? Ici, le réglage de récupération, vous pouvez l'ajuster à votre guise. Avec le levier, la récupération automatique vous arrête, par exemple, face à une voiture, comme un régulateur de vitesse. Vous poussez pour désactiver ou activer la récupération. Tirer active une récupération normale ou forte. La récupération forte est le mode de conduite en une pédale. Freinage en relâchant l'accélérateur jusqu'à l'arrêt de la voiture. Un arrêt complet. En tenant compte du fait que j'ai des passagers, je préfère opter pour aucune récupération ou la récupération normale, la légère, et puis gérer moi-même le reste du processus de freinage. En appuyant sur les freins, le freinage se dose très finement avec ce véhicule. La direction est précise et réactive. C'est vraiment remarquable. Il se passe toujours quelque chose, mais c'est conçu pour être très, très doux. En mode sport, la résistance est nettement beaucoup plus élevée. Et j'ai aussi configuré le mode individuel où tout est réglé sur normal, sauf la direction qui a plus de retour. J'aime bien ça, tu sais, que la direction ait un peu plus de retour. Léa préfère quand la direction est assez légère, mais c'est vraiment une question de préférence. Avec une suspension de base standard, elle ne réagit pas au changement de mode de conduite. C'est principalement la direction et l'accélérateur, par exemple. Dans la circulation urbaine, c'est également assez silencieux. J'ai vraiment hâte de tester l'isolation phonique dès que nous serons sur l'autoroute très bientôt. Mais toute l'expérience de conduite, vous savez, est vraiment très agréable, fluide et sans effort, et ainsi de suite. Oui, il existe des suspensions plus sophistiquées. Ils veulent avoir une distance notable entre ce segment compact à moyen et puis les plus gros véhicules, par exemple. C'est bien ça. Mais dans l'ensemble, il propose toujours une expérience de conduite très sophistiquée. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, comparé à la CLA prototype, ils ont également amélioré l'apparence et la sensation intérieure. Et cela fonctionne aussi pendant la conduite. Maintenant, nous arrivons sur une route plus dégagée. Nous pourrons bientôt vous montrer une accélération sur l'autoroute. Avec une CLA version 250 à partir de 42 km/h,
100, oh, c'était une reprise de 40 à 110 faite tout en douceur. Et as-tu senti que vers 100, il y avait un passage de la deuxième vitesse? C'est-à-dire que ce n'est pas aussi fluide dans l'accélération, mais globalement c'est plus efficace parce qu'à des vitesses d'autoroute plus élevées, tu es en deuxième vitesse, tu es plus efficace sur l'autoroute. Et bien sûr, quand tu accélères à partir d'ici, c'est également très bien. Tu peux aussi régler le régulateur de vitesse ici, jusqu'à présent toujours capacitif et réactif. Ça, tu sais, si tu as vu la vidéo du CLA Shooting Brake, il y aura les nouveaux boutons non capacitifs qui arriveront bientôt à nouveau. 110 km/h sur l'autoroute, régulateur activé, voici comment elle reste dans sa voie. Cela est réalisé de manière particulièrement fluide. Ils excellent véritablement dans la sophistication globale des systèmes d'assistance disponibles. Un changement de voie automatique est disponible ici. La voiture l'a fait toute seule. Je viens de l'activer ici. Je reviens également au mode confort normal pour illustrer par exemple. L'accélération était très bonne. La CLA 250+ sera généralement suffisante, et même en changeant de vitesse rapidement, la suspension reste ferme, ce qui évite toute secousse ou inconfort. C'est très bien fait. Conduire cette voiture est très amusant, c'est sûr. À 110 km/h, les bruits de vent sont très acceptables. Il y a un peu de bruit de roulement en dessous. La Mercedes classe E, elle, serait encore plus silencieuse. Mais l'installation des vitres, bonne impression jusqu'à présent, et il est notable que les rétroviseurs latéraux sont assez petits et on ne voit pas grand-chose dedans. C'est correct, mais le détecteur d'angle mort est utile. Un triangle rouge est dans le rétroviseur. Et quand j'active le clignotant et qu'il y a quelqu'un à côté, j'ai aussi un avertissement sonore. Un autre bon système de sécurité. Très sympa à conduire ici, même dans les virages en S. Les systèmes d'assistance fonctionnent de manière très fluide, très bonne application. Je pense que Mercedes et BMW ont les applications les plus fluides. À cet égard, pour le moment, oui, quand l'asphalte est rugueux, on entend du bruit de roulement en dessous. Mais globalement, l'ambiance reste silencieuse. Plus tard, on pourrait peut-être tester à très très haute vitesse sur l'autoroute allemande. Mais là encore, il se comporte très bien aussi sur l'autoroute ici, du moins les autoroutes danoises, où on peut tester les vitesses autorisées pour le moment. Quand il y a quelques vagues, on sent que même la suspension de base est installée de manière très très agréable. Avec des nids de pôle violents, on sent que c'est la suspension de base sans adaptation. Des jantes de 18 pouces, un bon équilibre entre style extérieur et confort sur autoroute. Vous voyez à nouveau un changement de voie rapide, vraiment très amusant. Vous vous sentez bien aussi en faisant ça? Pas de nausée en tant que passager ou quelque chose de ce genre? C'est toujours un bon signe. Donc ce n'est pas seulement une excellente voiture pour la ville, mais elle se comporte aussi très bien sur l'autoroute, c'est certain. Les sièges sport sont bien, mais les sièges confort pourraient être un peu plus agréables pour les longs trajets, surtout pour les personnes de grande taille. C'est au moins ce que je ressens, vous savez. Peut-être que ce n'est pas un problème si vous êtes un peu plus petit ou quelque chose comme ça. Mais je peux juste partager mes premières impressions. Le régulateur de vitesse est facile à régler. J'ai vraiment hâte d'essayer la version avec les nouvelles boutons normaux sur le volant. C'est vraiment un plus d'avoir ça, c'est certain. Ouais, c'est vraiment cool et pratique pour les trajets quotidiens. Mais je profite de l'expérience ici à 110 km/h, c'est suffisamment silencieux. Nous pouvons continuer notre route et puisque nous pouvons au moins faire ce test ici à 110 km/h sur l'autoroute, nous pourrons également vous donner un premier aperçu d'une autonomie plus réaliste très bientôt ici avec la toute nouvelle CLA. Mais certainement, en ce qui concerne tout ce qui touche à la conduite, une sensation très bonne et sophistiquée. Donc elle roule très bien dans tous les sens. On ne ressent pas vraiment le poids du véhicule électrique de manière désagréable ou négative. Cependant, bien sûr, on a hâte de voir comment le moteur essence se comportera, ce que nous pourrons vous présenter ultérieurement. Est-ce donc le roi de l'efficacité? Eh bien, jusqu'à présent, aujourd'hui, c'est un peu le cas grâce aux bonnes températures ici, pas trop froides, et aussi aux vitesses pas trop élevées. Et notre test se base principalement sur une autoroute à 10 ou 100 km/h, donc environ 65 miles par heure. Et puis, oui, autour de 20 degrés Celsius, peut-être un peu moins, donc je dirais dans les hautes soixantaines, basses 70 degrés Fahrenheit.
Parfait pour un véhicule électrique. À 110 km/h sur l'autoroute, ça consomme environ 14 kWh pour 100 km parcourus, ce qui donne 4,4 miles par kWh. Ça signifie qu'avec la grande batterie, on aurait une autonomie réelle d'environ 600 km ou 370 miles. Pas mal, mais à tester quand il fera un peu plus froid. Standard en conditions réelles. Et aussi à des vitesses élevées sur les autoroutes allemandes. Mais dans de nombreux pays, la limite est de 110 ou même moins, surtout dans les pays scandinaves, par exemple. Et dans ce cas, ça a vraiment du sens. Donc oui, ce n'est pas trop volumineux, c'est très aérodynamique, surtout quand il est bien configuré. Cela prend tout son sens. Pas besoin de la plus grosse batterie ou du plus gros véhicule électrique pour obtenir une autonomie particulièrement impressionnante et performante. Et si vous voulez faire une charge rapide, c'est aussi possible, oui, avec l'option de charge AC de 22 kW et plus tard, l'option de charge à 400 volts également. C'est peut-être quelque chose que nous pourrons certainement discuter. J'ai hâte de tester bientôt pour vous le moteur essence mild hybride et de voir comment il se comporte. Et pour la question du prix, eh bien, la version essence et la petite batterie LFP démarreront autour de 46 000 euros pour le shooting brake, mais probablement 650 euros de plus, donc moins de 1000 euros en plus si vous optez pour la grande batterie, environ 10. La grande batterie coûte environ 56 000 euros. La version haut de gamme peut atteindre 70 000 à 75 000 euros. Qu'en pensez-vous de cette voiture? Commentez et découvrez le Shooting Brake ou l'iX3 de BMW.